Pas dans le nez. Voilà. Donc on accueille Cédric. Merci d'être là. Bonjour Cédric, ça va? Très bien, je te remercie. Alors attention. Te crache pas parce que c'est trop là. Alors tu vas prendre la manette, il faut bien garder le bouton A appuyé pour pas trop décélérer. On va t'installer, on va te microter comme on dit. Et puis ensuite, voilà, tu vas voir, c'est vraiment simple comme bonjour. Tu n'auras jamais conduit un véhicule aussi facilement. Il faut faire attention à pas trop tanguer sur la droite. Ouais. Okay. Et là, tu vois, t'es lancé. C'est bon, il n'y a plus qu'à faire ça pendant 1 heure. Je sais pas, je vais pas pouvoir t'aider. Parce qu'il me dit que c'est facile comme ça. Mais tu sais, après ce qu'il a dit tout à l'heure avec les crashs dont tout le monde se rappelle 10 ans après, je vais essayer de tenir droit. Ouais. Ah, ça devrait le faire. Exactement. Bon, bah écoute, Cédric, on est vraiment très content de t'accueillir. Alors, il y a plein de questions déjà. C'est est-ce qu'on prononce Biscay, est-ce qu'on prononce Biscay? Tu vas pouvoir nous le répondre. Biscay, c'est ça. Très bien. Donc, Cédric Biscay, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter plein de choses, nous parler de Shibuya International, nous parler de Shenmue, nous parler aussi certainement d'Astro. Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Posez déjà vos questions. On est vraiment à l'écoute. On est certain que vous en avez plein. C'est quand même un immense honneur de l'avoir aujourd'hui puisqu'il est producteur de Shenmue, donc on est vraiment très content. N'exagérons rien. C'est gentil. Si on pèse nos mots. On pèse nos mots. Voilà. Donc Tout le monde me voulait, mais je suis venu ici, quoi. Voilà, c'est comme ça. c'est Comme tous les autres invités, C'est ça ça, c'est bah gentil, oui, bah ça c'est cool. Est-ce que, pardon, on n'a pas parlé. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours remporter la biographie de Yoshitaka Amano pendant encore 2 heures. Est-ce que, Mickaël, toi tu sais ce que nous a apporté notre ami Je ne sais pas. Il n'y a Cédric? que moi qui le sais, de toute façon. Il n'y a que toi qui le sais. Il y a Alors que est-ce moi que qui tu le peux nous annoncer ce que tu nous as apporté comme cadeau? Oui, ben en fait, j'organise un événement qui s'appelle le Magic à Monaco le 27 février prochain. Et tout simplement, on va inviter 2 personnes à venir au Magic, l'avion, l'hôtel, rencontre Wow. avec Yu Suzuki, Oh. dédicace ça, c'est cool. de n'importe quoi, la fesse, un jeu, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est mon cadeau du jour. Alors Ah là bah, c'est génial. super. Ça c'est vraiment super. Vous pour le pouvez coup. rencontrer Yu Suzuki dans le cadre de l'événement organisé par Shibuya International à Monaco, avion payé, hébergement payé. Oui. Et à Monaco, c'est pas des petits hôtels. Non, c'est un peu cher, donc c'est pour ça c'est toujours bien. Alors évidemment, il faut habiter en France métropolitaine quand même. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que si Ouais. vous êtes Si vous habitez au Japon, allez voir Monsieur Yu Suzuki directement. Directement, Merci. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est génial. Je que- sais pas de si on quelle peut manière mettre une photo, mais sinon vous mettez une photo du Suzuki, rencontrer Monsieur Suzuki, ça c'est la classe quand même. Hein. C'est pas leur Ouais. faute parce que je leur Ah, ai on rien va- dit du tout. Eh ouais, il nous les a gardés secrets. et J'ai rien dit du tout, donc forcément. C'est la classe. Alors à combien on On part peut donner un montant fixe, ne serait-ce que pour faciliter Ouais. tout ça, mais je pense qu'il faut un bon montant que je vais te laisser choisir. On va dire 15,42 €. Allez, 15,42 €. On est gentil quand même, mais, Ouais, t'es gentil. mais, hein. mais je suis très gentil, mais au moins j'espère que vous allez vous mobiliser. Et si vous voulez plus de chances de rencontrer Monsieur Suzuki et Monsieur Biscay pendant cet événement, parce qu'en plus il y a d'autres invités, il y aura peut-être pas que Monsieur Suzuki, tu peux peut-être pas encore les annoncer, je ne sais pas. Bah, il y a notamment Terasawa Buichi qui sera là. Ah ouais, donc, Cobra. Donc c'est vrai que ça fait 25 ans qu'on l'a pas vu de par chez nous, donc on est plutôt très content. Ouais. Et c'est vrai que vous pourrez le rencontrer également. Il y a aussi David Lloyd, le créateur de V for Vendetta. Ouais. On a Kavinsky qui sera là aussi. Waouh. Donc ça c'est plutôt Mais- hyper rare. C'est super rare. Vous allez pouvoir rencontrer tous ces gens pour 15,42 €. Voilà, 15,42 €. Alors tu disais combien de personnes? Deux personnes. Deux personnes. Donc il y aura deux 2 gagnants. On peut C'est faire 2 gagnants pour le Ah, coup. oui, c'est pas un couple, non? Bah, c'est... ça peut être un couple. Bah, disons que c'est plutôt sympa de venir à Monaco à 2, mais Eh après, ben, bon, on c'est peut vous le qui faire comme décidez, ça. hein, On peut le faire comme ça. C'est effectivement. Ou est-ce que donc- c'est alors, deux gagnants on précise. On précise. Ouais, il faut... Non, je pense que c'est bien qu'une personne gagne les deux. Ouais, mais ça fait deux viewers qui seront contents, tu vois. Ah, c'est toi qui vois. Ou c'est peut-être Cédric qui décide. Cédric qui choisit, allez, on te laisse. Est-ce qu'on part du principe que c'est une personne Parce que ça qui fait gagne 2 les fois plus de chances de gagner finalement. Une personne qui gagne les deux ou 2 personnes qui gagnent chacun une Mais place. par contre, s'ils gagnent, s'ils font venir l'accompagnateur, par contre là, il faut qu'ils le prennent en charge eux-mêmes. Bah quoi. oui, c'est sûr. Bah, Parce ouais, que là, bah, bien alors sûr. faisons allez, que ça soit 2 lots distincts, comme ça chacun se débrouille. Eh à ben, faire 2 lots venir distincts, son- voilà. son accompagnateur. Voilà, Ouais. 2 lots distincts. Donc il y a 2 personnes Ouais. qui gagneront en mettant 15,42 €. 2 lots. Je sais Voilà. pas où est la caméra, mais c'est 2 lots. 2 personnes pourront rencontrer Yu Tu fais là, Suzuki, ouais, je fais là. Kavinsky et Mickey. Buichi Terasawa. Buichi Terasawa. À tout on le l'a monde. pas, on l'a pas Mickey, il a pas voulu venir. Il est pris sur d'autres événements. À Monaco, transport, avion, tout est payé. Ça, c'est franchement la classe. Ouais, c'est vous super mettez cool. 15,42 €, vous pouvez jouer 10 fois si vous voulez.
amenez votre Shenmue à dédicacer, évidemment, ça je crois qu'on n'a même pas besoin de vous le préciser, mais si vous êtes fan de Dreamcast, de Sega, de Yu Suzuki, voilà, c'est vraiment l'occasion rêvée. Parce qu'en plus, il y a une conférence qui est prévue à ce moment-là. C'est au moins un état des lieux, je pense, du développement, c'est ça? Alors ouais, il y aura un état des lieux du développement. Normalement, on a l'ambition de montrer un trailer. Ouais. Teaser, allez, disons teaser, soyons quand même plus précis, avec les premières vraies images exploitables. Donc on est ambitieux, mais au moins, au minimum, il y aura des nouveautés. Niveau image, niveau explication du jeu, scénario, etc. Donc c'est un peu le premier vrai step sur Shenmue 3. Quoi. C'est un moment qui sera évidemment très attendu. Tu peux nous rappeler les dates d'ailleurs? C'est en mois de janvier, c'est ça? Non, c'est en février. C'est le 27 février exactement. Donc au Grimaldi Forum à Monaco. Pour l'occasion, parce qu'on a pas mal d'étrangers qui vont venir. Avant, c'était quand même un événement, enfin, on l'a organisé qu'une fois, mais c'était un événement où il y avait principalement des francophones, mais on a déjà plus d'une cinquantaine d'Américains qui vont faire le déplacement, ce qui est un peu étonnant. Mais donc, on aura aussi la conférence qui sera traduite en anglais. Et ça, ce sont des médias, c'est des médias ou c'est juste des fans? Non, c'est des gens. Alors, il y aura un peu de médias, mais c'est principalement des fans qui viennent des States à Monaco pour voir la conférence de Yu Suzuki principalement. C'est génial. Bah écoute, tant mieux, c'est un vrai succès en tout cas. L'année dernière, ça avait été un beau succès, ça avait été relayé pas mal sur beaucoup de médias, donc on attend beaucoup cette année encore. Et l'année dernière, vous aviez Monsieur Amano d'ailleurs. On avait Monsieur Amano, on avait Yuji Naka, créateur de Sonic. Enfin bon, après, moi je suis un béotien, je sais qu'il y a des débats sur la création de Sonic, etc. Mais en tout cas, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc il y avait aussi Shinji Hashimoto, donc le producteur de Kingdom Hearts et de Final Fantasy, vice-président de Square Enix. Et on avait aussi Yoichi Takahashi, donc le créateur d'Olivier Tom. Là, c'était quand même très lourd, parce qu'il n'était jamais venu en France, ni à Monaco, bien sûr. Donc c'était. Les amateurs de football s'en sont réjouis, et Olivier Tom. Surtout l'AS Monaco, parce qu'on a organisé quand même une rencontre avec l'AS Monaco, ils étaient foulés, les gars. Sérieusement? Ouais. C'était dingue, ils étaient comme des fous, ils voulaient leurs photos. On a organisé l'échange de maillots entre Yoichi Takahashi et l'entraîneur de l'AS Monaco. Enfin, c'était. C'est vrai que c'est. Pourtant, ils sont jeunes. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi avec Olivier Tom, mais ils connaissaient aussi Olivier Tom. Ils sont à fond, même. C'est même pas ils connaissaient. C'était leur meilleure rencontre de l'année, honnêtement. Je pèse les mots là. C'est top ça. J'imagine que lui aussi, il est fan de foot, donc il a dû être extrêmement content, même si il a fait les logos d'ailleurs de je sais plus quel club à Toulon. Non, c'est pas Toulon, c'est Thonon. Non, c'était Grenoble exactement. Grenoble, c'est ça. Grenoble, il a fait le logo effectivement à l'époque où le club de foot de Grenoble a été racheté par Index. Ouais. Donc il y avait pas mal de choses. Et puis il avait créé des petites histoires avec les joueurs aussi. Il avait reproduit tous les joueurs à son style, avec son style. Enfin, c'était la classe. Effectivement, ça avait fait pas mal de buzz au Japon aussi d'ailleurs. Forcément, un Japonais qui fait des choses à l'étranger, c'est toujours toujours bien, n'est-ce pas? Sur un petit peu l'honneur national qui est en jeu, donc c'est vrai qu'ils aiment bien en parler. Les étrangers, les Japonais qui réussissent à l'étranger, c'est vrai qu'ils aiment bien en parler. En plus, on va le revoir l'année prochaine en France, Yoichi Takahashi, donc je l'annonce dès maintenant. Je donne pas où, mais il reviendra. Ouais. Donc ça sera une bonne occasion pour ceux qui n'ont pas pu venir à Monaco de le voir ailleurs. Et alors tout ça, c'est organisé dans le cadre de ta société qui s'appelle Shibuya International. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Shibuya International, j'ai deux sociétés, il faut faire la distinction. C'est vrai que Shibuya International, c'est une société de conseil que j'ai montée en 2002, donc, dont le but à la base, c'est d'aider les entreprises européennes à se développer au Japon et inversement. Donc dans tous les domaines, bien sûr, moi j'ai commencé avec ce qui me plaisait le plus, les jeux vidéo et l'animation, mais on ne peut pas dire que c'est ce qui rapporte de l'argent dans le conseil, soyons clairs. Donc j'ai de suite enchaîné sur des choses plus rémunératrices, qui sont les biotechnologies, les énergies renouvelables, etc. Et comme c'est un cabinet de conseil qui est spécialiste du pays plutôt que d'un secteur, en fait, donc ça a bien marché comme ça. On prenait en fait des conseillers à chaque fois spécialistes de tel ou tel secteur. Évidemment, avec Shibuya International, j'ai organisé pas mal d'événements en rapport avec le Japon. Donc, on avait fait des choses à Monaco. On a participé à certains événements aussi en France, où on faisait venir justement des invités. Et puis récemment, j'ai créé Shibuya Productions en 2014, qui est une société vraiment là qui crée des contenus. Donc là, c'est plus du tout du conseil, c'est de la création de contenu. C'est de la création. En fait, c'est ce que je voulais faire depuis le début, sauf que ça coûte de l'argent de faire ça. C'est pas facile. Et vu que j'ai monté Shibuya International avec mon salaire de pion à l'époque, mais par contre, j'étais pion, maître d'internat exactement, ce qui permettait de pas payer de loyer. C'est quand même deuxième effet qui se coule du truc, et donc il m'a permis d'utiliser cet argent pour créer la société.
Évidemment, on pouvait pas faire une boîte de prod avec un salaire de pion, parce que je pense pas que, par exemple, Shenmue 3 avec salaire de pion, ça marche pas, quoi. Mais avant de devenir producteur de Shenmue 3, tu organisais déjà de l'événementiel, dont le fameux effectivement salon magique. Ouais. Mais tu avais déjà pas mal de projets en cours, notamment un projet de reboot. Oui, tout à fait. En fait, on a annoncé un peu la surprise générale, le reboot d'Astro Boy. Ouais. Non pas qu'on soit plus fort que les autres, mais c'est vrai que Tezuka Productions n'est pas une société qui est un peu réputée conservatrice, surtout, Ouais. et qui nous le laisse en fait nous approprier l'univers d'Astro Boy et refaire une histoire par rapport à ça. Donc c'est pas un remake, hein, c'est vraiment le reboot complet. C'est le reboot complet. Voilà, donc avec un Astro Boy vraiment au goût du jour, tant en termes graphiques qu'en termes d'histoire. Il y a déjà des trailers qui ont été diffusés officiellement. Vous pouvez les retrouver sur YouTube ou peut-être sur la page officielle. Ça fera quelques clics. Mais c'est quoi il y a une adresse d'ailleurs pour voir sur YouTube, en fait, c'est vrai que nous on n'est pas des produits clics. Hein. Il y a sur YouTube le teaser, c'est facile de le trouver. Et on l'avait montré en avant-première au Magic le 21 mars dernier d'ailleurs. Et c'est vrai que les gens aiment beaucoup et c'était un petit peu notre... on avait un petit peu peur hein, parce que s'attaquer à Astro Boy... c'est une légende quoi. C'est comme un mangaka qui voudrait refaire Tintin au Japon. C'est quand même un peu compliqué. Quoi. Complètement. Mais alors le concept, parce que c'est Shibuya Productions, où est-ce qu'est développé ce reboot ? Où est-ce qu'est préparé ce reboot et quand est-ce que vous prévoyez la diffusion et quel type de diffusion ce sera ? Alors en fait c'est Shibuya Productions qui amène tout le fait de travailler avec Tezuka justement là-dessus et qui amène cette possibilité de faire cet Astro Boy reboot, mais au niveau du studio d'animation on est en coproduction avec une société parisienne qui s'appelle Caribara et donc qui avait travaillé sur par exemple le Magasin des Suicides, le long métrage d'animation de Patrice Lecomte. Donc c'est des gens avec qui on s'entend très bien et avec qui on collabore vraiment officiellement sur ce reboot, et aussi il faut bien comprendre que Tezuka Productions est coproducteur, donc ils ont vraiment confiance. Parce que sinon, ils auraient pu dire ok les gars, amusez-vous bien, mais nous on n'est pas dans le coup quoi. Ouais, parce que Tezuka c'est quand même la légende du manga. Enfin, on fait un peu dans le cliché et dans le vu et revu et réentendu, mais c'est un peu le RG du Japon, donc au final c'est vrai qu'ils sont assez conservateurs et que quand on essaie de s'approprier ces licences, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe. Mais disons que les Japonais, c'est vrai qu'ils ont halluciné quand ils ont vu ça. Même d'ailleurs notre ami commun Yoshitaka Amano, quand je lui ai montré le teaser, il était ouf parce que lui il a travaillé évidemment avec Tezuka Productions, il avait fait un Roi Léo, un spécial à la télé, etc. Donc en fait il sait, non pas il a pas spécialement qu'il a été bluffé par le travail, même s'il a vraiment apprécié, mais le fait que ça de se fasse, faire, lui il sait que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué quoi. Donc on est vraiment heureux de pouvoir faire ça. On a une série qui passe à la télé qui s'appelle Pets Club aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors elle n'est pas du tout faite avec le Japon, mais c'est quand même une série qui passe sur France 5 et qui fait des très bonnes audiences. Et que vous produisez déjà en fait. Oui, qu'on produit, qui est à la télé, qui est coproduit avec une société qui s'appelle Pictor Media. Donc voilà, on a aussi un long métrage d'animation qu'on vient de terminer, qui s'appelle Lily et la perle magique, qui a été nominé dans pas mal de festivals là, récemment en Chine et à Montréal. Et dont le casting voix est plutôt pas mal parce qu'on a Ben Cross qui est l'acteur principal des Chariots de Feu, qui joue dans Star Trek aussi, joue le père de Spock, donc c'est pas un gros rôle mais c'est toujours sympa. Et donc c'est la première coproduction Monaco-Bulgarie. Parce qu'il est fait l'animation est faite en Bulgarie et c'est le premier film d'animation, long métrage d'animation de l'histoire de Bulgarie. Donc c'est plutôt film d'auteur là pour le coup, mais c'est vrai que sans notre participation, ce genre de film ça se fait pas, puisque les aides en Bulgarie sont pas comme en France, donc il y a pas ça existe mais il n'y a pas un CNC puissant comme ici pour aider ce genre de production à voir le jour. J'imagine. Et ça c'est prévu diffusion en salle ou Oui, diffusion en salle. Alors on travaille dessus, on est en train de sceller des deals avec des distributeurs. Il va sortir au cinéma là, ce mois-ci en Bulgarie. Il sort en Russie aussi le mois suivant. Donc voilà, on est un peu en retard au niveau France et le reste, mais dans ces pays-là en tout cas, c'est déjà calé. C'est déjà super. Ok, je rappelle que nous roulons avec Cédric Biscay depuis maintenant un quart d'heure et qu'il nous a proposé un cadeau génial pour ceux qui nous rejoignent. Si vous voulez passer quelques temps, si vous voulez rencontrer Monsieur Yu Suzuki à Monaco au mois de février prochain, sachez qu'il y a
2 personnes qui rencontreront Monsieur Suzuki et d'autres invités par le biais de l'événement organisé par Cédric. Donc n'hésitez pas, il suffit pour cela de faire un don pour le Secours Populaire Français, je vais y arriver, de 15,42 €. Vous pouvez faire plein de dons, évidemment. C'est comme un ticket de tombola. Plus vous avez de tickets, évidemment, plus vous avez de chances de remporter le lot. Mais voilà, mettez 15,42 €. Vous serez tiré au sort dans quelques temps et vous saurez si vous avez la possibilité de rencontrer Monsieur Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, mais pas que. Évidemment, on va en parler dans quelques minutes, puisque c'est quand même l'un des créateurs les plus emblématiques du jeu vidéo japonais de toutes les années 80-90, ce qui représente évidemment les belles années du jeu vidéo japonais. Donc, c'est pas rien. Et vous pourrez donc partir à 2. Enfin, 2 personnes partiront à Monaco, tout frais payé, grâce à Shibuya Productions. Ou non, là c'est plutôt international là pour le coup. C'est production, mais c'est production qui l'organise, c'est production. Donc là, il y a trop de Shibuya, j'aime trop Shibuya, donc tout s'appelle Shibuya chez moi, c'est ça le problème. Effectivement. Donc Cédric, maintenant on a parlé du reboot d'Astro, tu nous as parlé des projets donc de Lily et la perle sacrée, c'est ça? La perle magique. La perle magique qui sort bientôt donc en Bulgarie, en Russie et certainement un peu plus tard chez nous aussi. Oui. Maintenant, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être passer aux questions dès que les CM nous interrompront. Mais est-ce qu'on peut... peut-être que les CM ont déjà des questions. Il y en a plein. Et c'est au sujet de Yu Suzuki. Ah. Happy Meal demande si Yu Suzuki est aussi sympa que dans les vidéos. Comment est-il au quotidien? Il est super sympa. En fait, on est super potes à la base. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un voilà, qui est très humble. Je pense qu'il est aussi humble parce qu'il a fait un petit peu tout ce qui était possible de faire dans le milieu du jeu vidéo. Faut savoir que c'est un gars, moi je suis toujours halluciné quand il montre des photos où il est avec Michael Jackson ou Spielberg, mais façon tranquille, quoi, pas le stalker, quoi. C'est plutôt... c'est normal. Voilà, c'est normal. Et d'ailleurs, pour les anecdotes, c'est plutôt ces gens-là qui étaient contents de poser avec Yu Suzuki parce qu'il a fait des jeux qui les ont beaucoup amusés et ils voulaient collaborer avec lui. Donc lui, tout ça, bon, il s'en vante pas du tout, il est juste super cool et voilà, et on s'entend super bien et on boit beaucoup ensemble du bon vin surtout. Ça c'est. Il aime le vin. Il aime le vin, moi aussi. C'est un peu le lot commun de toutes nos relations. Bon. D'ailleurs, tu vas peut-être nous donner si vous faites partie des gagnants du fameux lot à remporter la rencontre. Quel vin il préfère? Alors c'est un peu cher comme vin quand même. C'est un peu cher. Non, mais il aime bien les très grands vins quand même, les châteaux Margaux et compagnie. On est pas les Romanée Conti, tout ça. Ouais. Ah oui. Alors j'avoue, on n'a pas encore bu ensemble du Romanée Conti quand même. On n'est pas à ce level-là, mais on a quand même bu quelques châteaux Margaux de sa cave. De sa cave. Sa cave Tokyoite, c'est ça? Ouais. Alors il a une mini cave dans son bureau, quoi. Mais dans son bureau. Chez lui. Sous son lit. Moi, je dis rien parce que j'ai une cave au bureau aussi. D'accord. Je ne me moquerai pas de lui. Très bien. Donc la réponse à Happy Meal, je pense qu'il est content, effectivement, d'avoir sa réponse. Une autre question peut-être? Oui, j'ai d'autres questions. J'imagine qu'il y en a plein. Mais qui se porte là plus sur le développement de Shenmue 3? Alors, juste le temps pour moi de récupérer. Préparez bien vos questions, hein. Je t'écoute. Alors, le temps de production de Shenmue 3, il y a plein de gens qui me demandent les échéances de développement, etc. Quand est-ce qu'il va arriver concrètement? Concrètement, il sera prêt à Noël 2017, comme on l'a dit. Il n'y a pas de, je vais pas annoncer ici nos milestones privés, quoi. mais on n'est pas en retard, quoi. Donc c'est en cours, ça avance bien. Oui, ça avance. On n'est pas du tout en retard. C'est prévu pour Noël 2017, comme on l'a décidé. Et puis c'est quand même beaucoup notre intérêt que ça sorte à Noël 2017, parce que celui qui loupe Noël dans le jeu vidéo, il y a d'autres dates quand même, mais bon, c'est plutôt sympa de sortir à Noël, quoi. Ouais. En fait, la question portait aussi sur avant le temps de prod complet, c'est-à-dire combien de temps vous avez commencé avant l'annonce, depuis combien de temps vous travaillez dessus? J'avoue qu'on parle pas beaucoup de ce genre de choses. Je voudrais pas, je voudrais pas déjà ne pas répondre à des questions, mais c'est un peu des choses confidentielles, quoi. Donc voilà. C'est des projets de longue haleine, voilà. Ça c'est une. C'est-à-dire que le projet en lui-même, c'est-à-dire discuter que l'on va être sur Shenmue 3, concrètement, je crois que la première fois qu'on en a discuté, c'était en 2013, mais vraiment concrètement. Et voilà, et puis après, évidemment, on a fait le nécessaire pour convaincre, que ça soit convaincre Sega, que ça soit trouver des premiers investisseurs, etc. Voilà, c'est un travail de longue haleine.
Donc Sega n'est pas du tout dans toute la réflexion globale, ils vous laissent utiliser la marque Shenmue, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ils sont les propriétaires de la marque. Donc je le répète toujours parce que c'est important quand je vois certains articles, mais faire Shenmue 3 pour nous, c'est un risque immense parce que la marque nous appartient pas. Normalement, lorsqu'on investit beaucoup dans quelque chose, c'est qu'au moins la marque nous appartient, donc ça veut dire qu'on va faire un vrai gros retour sur investissement. Là, sur Shenmue 3, nous, par exemple, notre retour sur investissement, ça va être les ventes, point barre. Tout ce qui va être figurine ou quoi que ce soit, on n'a pas voix au chapitre. Donc je suppose que les ayants droit, eux, vont en faire. Pour tous les éventuels détracteurs effectivement qui pensent qu'ils vont s'en mettre plein les fouilles, c'est pas le cas. Ouais. À moins que ça se vende à 3 milliards d'exemplaires. Ah ben moi j'aimerais bien. Je suis pas contre gagner de l'argent. Hein, pas, évidemment. Bon, voilà, ça sera les ventes qui vont le décider. Donc, Parfait. Et bon, j'imagine que depuis quelques mois, tu es très très sollicité, ne serait-ce que par les médias internationaux. C'est quoi les questions qu'on te pose tout le temps? Pourquoi avoir investi dans Shenmue? Parce que les gens savent très bien que c'est quelque chose de risqué. Alors j'évite d'y répondre en général dans ces grands journaux parce que ça se retrouve après sur Internet démultiplié. Mais j'ai toujours été surpris de voir les articles qu'on a dans le Time ou le Guardian. Je pensais pas que ça existait dans le jeu vidéo, mais c'est très bien. Mais voilà, c'est principalement ce genre de questions. Pourquoi faire Shenmue 3 alors qu'il y a ce problème d'IP qui nous appartient pas, et aussi évidemment le fait que les deux premiers Shenmue, ça fait 14 ans qu'ils sont sortis et qu'il n'y a pas eu de réédition. Enfin bon, il y a eu le 2 sur Xbox relativement récemment, on va dire. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas d'engouement particulier au niveau des gens qui n'auraient pas connu justement cette série Shenmue. C'est la vraie difficulté en fait, c'est qu'il y a une grosse communauté évidemment de certainement 100 000, 200 000, 300 000 joueurs qui l'attendent. Je pense qu'il y a vraiment 200 000 gros fans en fait. Mais on ne fait pas vivre un AAA avec seulement 200 000 ventes quoi. C'est ça le souci, c'est un vrai risque quoi. Donc vous le considérez vraiment comme un AAA là dans la globalité de sa production, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à gros budget. Disons que moi je partirais du principe que si on mettait Shenmue sur une boîte de Paperboy par exemple, ça sera un triple A quand même. Oui. Donc voilà, mais ça sera pas du Call of Duty, mais ça sera un très bon jeu PS4. Avec le standing actuel PS4 sans problème, ça va pas être un jeu PS2. Hein. Comment est-ce que toute la campagne c'est-à-dire toute l'annonce à l'E3, comment est-ce que tout ça a influencé le projet? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le projet avait une direction et puis en fonction de la hype, entre guillemets, ça a été influencé dans une direction ou dans l'autre? Justement non, parce que en fait, alors là c'est vraiment notre travail là, à Shibuya Productions, c'est qu'on avait mis en place un process avec effectivement une annonce grâce à Sony dans la conférence de presse de l'E3, donc qui est juste the place to be pour annoncer quelque chose. Donc en fait on savait que ça allait être énorme, mais évidemment ça a été plus que l'on pensait, et puis on était quand même optimiste, mais ça a été plus parce que moi je sais pas, mais voir des gens pleurer autour de moi alors qu'ils sont journalistes, bon c'était pas prévu au programme. Je savais aussi qu'on allait évidemment réussir à faire le financement avec le Kickstarter, c'est-à-dire les 2 millions qu'on a demandé, ça c'était sûr. Mon objectif caché c'était 5 millions, on a fait plus. Donc je suis vraiment très content parce qu'on a fait plus que ce qui était prévu, mais on peut pas dire qu'on s'attendait pas à ce que ça marche. Moi je veux dire, je suis fan de Shenmue, mais je sais aussi que je suis pas le seul. Donc, et dans quelle mesure, ça c'est jamais évident, mais voilà, imaginons Shenmue 3 sort là tout de suite. Comment est-ce que moi je peux rattraper mon retard sur la saga? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, toi de ton côté, tu as prévu des choses pour qu'on puisse rattraper le train en marche, si je puis dire, ou c'est des choses qui vont être décidées bien plus tard? Alors moi ce que j'ai prévu, mais encore une fois, on veut pas rentrer dans le secret des dieux. Non, mais déjà, c'est pas un secret, c'est juste que moi, ce que je souhaite, ce que j'ai prévu, c'est que Sega ressorte Shenmue 1 et 2. Alors, bien sûr, je précise ici de suite que c'est pas quelque chose d'officiel. Hein, c'est pas acquis, quoi. C'est pas acquis, c'est quelque chose que je souhaite. Et évidemment, pour moi, c'est la seule méthode viable pour que Shenmue 3 se vende bien, c'est-à-dire au-delà du réseau de fans. Oui. Donc après moi j'ai pensé, effectivement on avait pensé à d'autres choses comme faire un petit manga, tu vois, sur Shenmue 1 et 2 ou faire une petite animation qui reprendrait ce qui s'est passé dans Shenmue 1 et 2, tu vois, c'est des trucs un petit peu mais bon c'est sans aucune mesure avec refaire Shenmue 1 et 2 en HD.
Et je pense que la question que tu as posée tout à l'heure par rapport au hype, autant nous, elle nous a pas influé, mais je pense que ça peut en influer d'autres par contre. Parce que D'accord. j'ai l'impression qu'il y a là d'un coup, tout le monde s'intéresse à Shenmue au niveau des entreprises, on ressort des goodies, on fait des trucs, bon bah c'est cool. Oui, puisqu'il y a une version, il n'y a pas de version mobile qui est ressortie ou quelque chose comme ça. Shenmue a continué de vivre, notamment au Japon, par le biais de jeux en ligne, de petites Ouais. applications, des trucs comme Oui, ça. effectivement, oui, effectivement. Là, Et c'est vrai qu'il y avait Rio quelque intervient chose. dans projet X Zone 2, je crois. Oui, oui. effectivement. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des figurines qui sortent. Bon, Ouais. Il était déjà aussi dans Sega All-Star Racing, je crois, avec, oui, c'est vrai. c'est vrai. avec son Fenwick, Ouais. personnage du jeu de course de Sega. Posez vos questions, hein. N'hésitez pas sur le Twitter #DesertBusFR à Cédric Biscay si vous voulez parler d'Astro le petit robot, si vous voulez parler de Shenmue, de Yu Suzuki, de Shibuya Prod ou d'autres choses. C'est le moment, il nous reste 35 minutes, on a encore le temps. N'hésitez pas. Donc voilà, 15,42 € pour le cadeau. On peut peut-être rappeler. Rappelez, voilà, donc, Faites un don pour le Secours Populaire et vous pouvez gagner 2 places. Il y a 2 gagnants pour rencontrer Yu Suzuki mais d'autres invités prestigieux dans le cadre de l'événement Magic qui aura lieu donc à Monaco en février. Et enfin, on a notre retour vidéo. donc je suis pas dans le. Non, mais pour le moment, ouais, Attends, on va je regarde. surtout, Ah, je suis pas très bien coiffé. Attends. on va surtout, Ah, t'essayes, hein, tu peux faire un petit truc comme ça. Ah non, moi je suis trop concentré. Après ce qu'il a dit tout à l'heure sur les mecs qui ont fail. Mais ça va, c'est pas trop difficile. Non, non, je suis à fond là. Mais Regarde, t'as un mais- super t-shirt Game Gear, hein. Ça je tenais à le préciser, je l'ai signalé tout à l'heure. Merci, merci. Tu es un joueur de jeux vidéo donc depuis longtemps. Bah oui, j'adore ça, principalement les jeux japonais, même si j'ai démarré sur CPC 464 à cassette, je précise. T'avais le temps, quoi. J'avais le temps voilà, j'avais le temps de lire un bouquin avant que le jeu se charge. Mais ouais, je suis un grand fan de jeux vidéo. Bah, évidemment, beaucoup de Sega. Hein, Ouais. c'est le console Sega et surtout ce que faisait Sega avant. C'était juste, je trouve extraordinaire, que ce soit en arcade ou en nouvelle IP justement qui sortait régulièrement. Ouais, Bon, ça s'est un peu calmé ces dernières années, mais d'après Bah le ouais. président de Sega, ça va revenir. ça va Je sais revenir. pas ce que t'en penses. Ils prennent pas la même direction que Konami, quoi. Eux, ils veulent vraiment revenir Konami, dans... j'avoue que je sais pas si toi tu vas peut-être pouvoir m'éclairer sur leur direction, mais j'avoue Bah, je crois J'ai tout du mal simplement qu'ils voient plus trop d'avenir dans les consoles traditionnelles. Ouais. C'est aussi simple que ça, hein, et que effectivement, quand tu vois la part de bénéfices engrangés par le smartphone et ce qu'ils appellent le cakin, donc c'est les achats in-app. Ouais, Eh ben, ça, c'est une horreur pour moi. Ils ont aussi des salles de sport, non? Ils ont aussi les salles de sport qui sont plutôt efficaces et qui marchent bien. Bah, quand tu es dans une logique économique, effectivement, tu fais le tri parfois et au détriment de certains fans. Mais bon, je sais pas. Hein, je sais pas, c'est vrai que c'est très décevant pour nous qui avons connu le Konami des belles années, les années 80, 90. Le jeu japonais. Quelle belle quoi. société, et ouais, bah donc c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est eux qui prennent leurs propres décisions, grand bien leur face. Et si tu avais 3 jeux iconiques des années 90 qui te revenaient comme ça instantanément, si tu 90, penses alors attends, parce que moi je suis pas bon en date, mais je vais te sortir des jeux, c'est des jeux. Je Ouais, peux des jeux, t'en sortir, non, 80, 90, ce que tu veux, mais spontanément, tu parles de jeux Sega, tu parles de jeux Alors, je qui parle de jeux étaient- Sega, mais il y en a un qui me vient à Ouais. l'esprit, c'est Radiant Silvergun, que j'adore, qui est sorti sur Saturn à l'époque, Ouais. qui est, en arcade, je crois aussi, mais je sais pas le Je ne souvenir sais pas. exact. Mais il y a aussi Enemy Zero que j'adore, qui est Ouais. un jeu Ouais. très connu. Je connais pas du tout, moi. Bah, mais c'est un jeu C'est- qui était fait par Warp à l'époque, Kenji Eno. paix à son âme d'ailleurs, et qui n'était pas une suite, hein, mais qui reprenait le personnage de Dee. Et Ah. oui, c'était Laura, elle s'appelait. Ouais. Oui, je Laura vois. Harris, mais c'était des jeux sympas. Et Ouais. puis le Enemy Zero était vraiment très bien, c'était basé sur tout un environnement sonore, enfin les ennemis, on les captait au bruit, etc. Enfin, c'était vraiment. Donc c'est la suite officielle de D. Non, parce qu'il y a eu Ou- 10-2, mais ça D'accord. reprenait en fait ce qu'il voulait Kenji Ino, c'était fabriquer un personnage. Il aimait les films interactifs et, Ouais. Et il voulait créer des acteurs virtuels, mais qui aient une carrière hollywoodienne, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils apparaissent dans plusieurs productions. Ah, Et que d'accord. ce soit en fait, ça devienne des stars, pas au même titre que Mario, on l'a compris. Hein. Ouais. Mais Kenji Ino, c'était un développeur assez incroyable parce qu'il avait une philosophie de développement qui était assez rock'n'roll. C'était Ouais, d'ailleurs grave. sa philosophie. Et il a fait pas mal de coups de Enemy Zero, a été un des plus gros coups médiatiques japonais, on peut en parler. Parce qu'à l'origine, il était prévu sur Sega Saturn. Non, sur PlayStation, Ouais, pardon. c'est ça.
Et il était prévu sur PlayStation, mais Kenji Eno étant quelqu'un d'assez caractériel, a une grande gueule. Il n'était pas du tout content de la façon dont Sony avait géré son précédent jeu, donc qui était dit no Shokutaku, donc D. Et il était un peu en conflit avec PlayStation. Et donc le jour de la présentation de la PlayStation Days ou je sais pas quoi au Japon, il y avait donc tous les animateurs et tous les développeurs de jeux qui annonçaient leur nouveau jeu après à arriver dans l'année. Et donc ils invitent Kenji Eno à monter sur scène pour présenter son nouveau projet qui était Enemy Zero. Il monte sur scène, il y a le trailer qui arrive, il parle du jeu, etc. Puis à la fin il fait bon, sinon il y a une dernière annonce, donc il y a le logo PlayStation qui arrive derrière. Et puis là il y a un effet de morphing sur Sega Saturn et il fait le jeu sortira exclusivement sur Sega Saturn. Bing, en plein PlayStation Days. D'accord. Ça a fait un bruit immense, évidemment, ça a fait beaucoup de buzz. C'était génial, franchement. C'est un coup médiatique assez incroyable. Ça n'existe pas, ça, c'est normal. Il était au Japon encore moins. Oui. Autant effectivement, on peut avoir du spectacle dans les conférences américaines ou éventuellement européennes, mais au Japon, c'est vrai qu'ils font ça de façon très cool. Mais j'ai adoré, enfin franchement, pouvoir faire ça. Et puis aussi, j'imagine que tu connais l'anecdote de la version collector qu'il a été livré lui-même à chaque détenteur. Mais c'était une version collector qui coûtait hyper cher, je me rappelle plus le prix. Il y avait, il devait être limité à 100 exemplaires, un truc comme ça. Et il a livré la version collector à chaque acheteur, en fait, lui-même. Il toquait aux portes et puis il allait la livrer. Kenji Eno était énorme, assez incroyable. Il avait un cœur grand comme ça aussi. C'était un des premiers à faire un jeu pour aveugles sur Sega Saturn, Kazeno oui, Regrets. effectivement. C'est toi qui en avais parlé. J'en ai parlé de Enemy Zero, j'en ai parlé aussi Sur dans les Dreamcast, débuts de la c'est PlayStation. effectivement, c'est merveilleux. sur Dreamcast. Sur aussi. Dreamcast aussi, il a une autre version, Ouais. mais et le deal en fait, c'était qu'avec Sega, il acceptait de travailler en exclusivité avec Sega si Sega offrait 5000 Sega Saturn en fait à des associations de non-voyants. Et voilà, et il a eu l'exclusivité Sega à cette époque juste avec ça, quoi. Ah bah, Donc, c'est pour ça que tu es touché par l'histoire Blind Legend. Moi j'adore les jeux ouais. qui jouent les jeux fermés en fait. Ouais. Donc j'en ai plein en tête et j'ai pas mal de jeux musicaux et sonores on va dire. Et j'adore le jeu de Blind Legends de Doino qu'on verra après-demain. Voilà. Mais revenons à nos moutons et plutôt à nos Yu Suzuki et compagnie. Mais est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît les managers? Oui, bien sûr, il y a des questions. Alors, Ouais. question de chez moi. Shenmue était novateur à sa sortie, monde ouvert, beaucoup de quêtes, etc. Mais aujourd'hui, GTA ou Yakuza se posent sur ce même créneau. Comment comptez-vous vous démarquer? Déjà, on va se démarquer avec l'histoire même de Shenmue, parce que c'est quand même ça qui est important dans cette saga. Et on a aussi, je le dis souvent, mais un génie qui s'appelle Yu Suzuki qui est en train de développer des nouvelles choses en fait au niveau du gameplay pour apporter quelque chose de novateur à ce Shenmue 3 et qu'on puisse avoir une sorte de même claque que l'on avait eu à l'époque avec les QTE et autres gameplay qui avaient été inventés sur ce nouvel épisode. Donc voilà, on peut lui faire confiance. Il travaille sur des nouveautés de gameplay en tout cas. Tout à fait. Effectivement, je pense qu'on peut lui faire confiance à Yu Suzuki. C'est pas comme s'il n'avait pas inventé plein de genres. C'est vrai. Et est-ce que Yu Suzuki pense à inclure les anciennes mécaniques de gameplay qu'il y avait dans Shenmue 1 et 2? Alors j'ai des questions très précises de fans, je pense. Pourra-t-on donner du lait à un petit chaton dans Shenmue 1 comme dans Shenmue 1 par exemple? C'est vrai que c'était passionnant. Il en faut pour tout le monde. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils allaient au gacha, là, des capsules pendant tout le jeu, quoi. Donc, passer leur journée dans la Game Center. En fait, oui, il y aura des choses comme ça dans Shenmue 3, pas identiques, bien sûr, parce qu'on est là pour innover également, mais il y aura ce style de choses sympas, voilà, dans le jeu. Il y a déjà une histoire de pêche. Qui va être assez cool, je crois. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je pense, qui vont plaire aux joueurs. Et encore une fois, on peut vraiment faire confiance à Yu Suzuki pour ça, parce que c'est vraiment là où il est super fort, c'est trouver des nouvelles mécaniques, trouver les choses qui vont intéresser les joueurs, pas forcément tous les joueurs, mais tout le monde y trouvera son compte, ça c'est sûr. Des idées qui créent la surprise, quoi. Voilà, tout à fait. Très bien. N'hésite pas si tu as d'autres questions. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Florian. Alors j'ai une question de Monsieur Giron, en plus, sur Twitter. Le docteur ou... Il me demande, quels freins soumettons en tant que fan lorsqu'on développe un jeu pareil? Alors attends, je vais réfléchir à la question pour bien la comprendre. Quel frein Je dirais que le minimum, moi ce que j'ai dit à Yu Suzuki, c'est qu'il faut qu'on sorte de la grotte, quoi.
à la fin de Shenmue 2, on est coincé. Il faut qu'on sorte, quoi. Donc voilà, le but, c'était que ça suive. Moi, ce que je voulais, c'est que ça suive vraiment Shenmue 2, en fait. Je pense que la question, c'est surtout quel frein, c'est est-ce que vous imposez des limites parce qu'à un moment, il faut s'arrêter pour. Mais par exemple, il y a des idées. J'imagine que comme c'est un créateur de talent, il a des tonnes et des tonnes d'idées, mais à un moment, il est obligé de se dire, on s'arrête là. C'est peut-être ça la question. Je pense. Disons, c'est vrai que comme on parle en tant que fan, je veux dire, si je dois décider en tant que fan, on met pas de frein justement parce que c'est quand même le créateur de la saga. Donc je veux dire, moi justement, je suis plutôt à limiter plutôt en tant que producteur parce que évidemment, Yu Suzuki, si on lui dit c'est open bar, il fait le jeu le plus vaste qui puisse exister. Mais bon, on a aussi une réalité économique, donc le but c'est quand même de satisfaire les fans, de satisfaire aussi les nouveaux joueurs et d'avoir un jeu conforme aux standards actuels, tout simplement. D'accord. Très bien. D'autres questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous sur Twitter, hein, évidemment, le hashtag desertboss.fr. On vous rappelle que pour 15,42 €, vous pouvez toujours gagner 2 rencontres avec Yu Suzuki à Monaco le 27 février. C'est la classe. Évidemment, l'avion et l'hébergement, tout ça, c'est payé par Shibuya Prod. Donc, merci encore à Michael Biscay. Putain. Je deviens fou, moi. Je confonds David Vincent. David Vincent, Cédric Biscay, de nous faire ce magnifique cadeau. On l'avait pas, nous, le cadeau. C'était vraiment la grosse surprise. Donc voilà, c'est un véritable honneur. Alors, les doigts sont levés chez les community managers. On a une info assez sympa. On est en tendance France sur Twitter avec le hashtag DesertBussFR. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est la première fois qu'on a le hashtag en 3 ans. Dès la première heure. Waouh. Bah merci, hein, continuez à parler de Desert Bus FR pour qu'on soit toujours en trend topic, mais continuez à spammer un petit peu, c'est bien, qu'on oublie un petit peu tous les malheurs et qu'on apporte un peu de joie. Et là, on va avoir la joie donc de parler encore un peu de Shenmue 3 qui se profile à l'horizon de 2017. Toi, de ton côté, tu as joué évidemment en temps réel aux 2 premiers Shenmue, mais quelle a été ta première rencontre avec Monsieur Suzuki? Comment tu l'as rencontré et puis autour de quel vin l'as-tu séduit? Je l'ai rencontré à la base parce que ça m'intéressait en fait de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré à Tokyo. Voilà, tout simplement, c'est une connaissance commune qui m'a introduit. Et après, évidemment, on a discuté de pas mal de choses. De suite, on a discuté de Shenmue, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis un grand fan aussi de Virtua Fighter. Hein, donc on a pas mal de choses à discuter avec quelqu'un comme Yu Suzuki. C'est clair. Je l'ai amené aussi en France à un événement dans le sud. Je l'ai amené aussi ensuite à Monaco. On a organisé un salon qui s'appelait Monaco Anime Game Show en 2013. Donc c'est là que je l'ai amené la seconde fois. Et c'est là... qu'officiellement, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment discuté sérieusement de Shenmue 3 parce qu'à l'époque, avant cette date, c'était vraiment impossible. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une IP Sega, donc Sega considérait absolument pas que quelqu'un puisse utiliser Shenmue et faire Shenmue 3. On a réussi à les convaincre, donc voilà, c'était très bien. Et c'est vrai que Yu Suzuki, on est devenus amis forcément entre-temps. On s'est vu pas mal de fois aussi à San Francisco. On a été à la Game Developer Conference ensemble. On a fait la Napa Valley ensemble, justement, comme on parlait de vin. Donc, effectivement, on a bu tous les grands vins américains en discutant de comment on allait faire pour financer Shenmue. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais du business au Japon. Donc, c'est aussi pour ça que les choses, lorsque je le dis, c'est vrai que on peut pas normalement rencontrer Yu Suzuki comme ça si simplement. Voilà, mais comme j'ai cette activité, les portes s'ouvrent un petit peu plus facilement. Effectivement, un peu comme la Jet Set, le plus dur c'est d'y rentrer et t'as fait le plus dur. C'est la Jet Set du gaming, on va dire. La Jet Set du gaming, ouais. Et ouais, effectivement. Mais j'imagine que lui, de son côté, même si la licence, comme tu le disais, appartient à Sega, il a certainement été approché d'innombrables fois pour éventuellement développer chez d'autres éditeurs une suite. Je sens bien que tu es journaliste, toi, quand même. Mais écoute, je m'en excuse. mais je pense que c'est vrai que c'est des questions que beaucoup de gens se posent. De ton côté, comment tu as fait pour le séduire? Qu'est-ce que tu avais de plus? À part évidemment la sympathie qu'il avait pour toi et l'amitié qui s'était créée entre vous, mais c'est-à-dire que nous, en plus de ça, on a fait une offre sérieuse.
C'est-à-dire Ouais. qu'il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup de sociétés, dont les plus importantes que tout le monde connaît aujourd'hui, qui voulaient bénéficier de l'aura de Shenmue 3, mais sans investir en fait, Ouais. ou en investissant de Au manière minimum. voilà, minimale. Donc il y a eu deux choses. Effectivement, au Japon, tu es très bien placé pour le savoir, c'est quand même beaucoup la relation humaine, donc je dis que ça jouait à 50%. C'est vrai. Et il y a aussi le fait qu'on a sécurisé de manière concrète des financements, des partenaires, pour pouvoir faire quelque chose de concret. Et c'est ce qui a séduit Sega aussi. Donc voilà, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. On ne s'est pas dit un jour, tiens, on va faire Shenmue 3, puis voyons voir ce qui se passe. Non, c'est quand même bien préparé. Et c'est pour ça que je suis très clair souvent sur qui fait quoi dans Shenmue 3, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de sociétés, notamment lorsqu'il y a eu l'annonce qui disait oui, on supporte Shenmue 3, etc. Non, les vrais supporters de Shenmue 3, c'est Shibuya Productions et Isnet, avec aussi Sony, dans une moindre mesure. Isnet, tu peux nous rappeler ce que c'est? Isnet, c'est la société de Yu Suzuki, en fait, tout D'accord. simplement. Donc voilà, ce sont les sociétés qui travaillent vraiment sur Shenmue 3. D'ailleurs, on peut voir que sur le site officiel de Shenmue 3 au Japon, il n'y a que deux logos, c'est Shibuya Productions et Isnet. Donc les choses me paraissent claires. Combien de personnes aujourd'hui sont actuellement sur le développement de façon active, bien sûr? Alors ça, justement, notre ami Yu Suzuki m'interdit d'en parler. Il m'a dit non, n'en parle pas, voilà, ça va encore discuter, etc. Donc j'en parle pas, je suis désolé, je peux pas répondre à cette Mais c'est beaucoup de monde, quoi. Oui, c'est beaucoup de monde, bien sûr, parce qu'évidemment, faire un jeu vidéo, il y a quand même un minimum. Et puis on reçoit, là, ça s'est pas arrêté d'ailleurs depuis l'annonce en juin, on reçoit tellement de demandes de gens qui veulent participer au développement. Qui veulent travailler. On a des développeurs qui veulent travailler gratuitement dessus. Je veux dire, c'est dingue, Et là, ça s'est un peu calmé. Je reçois plus que moi, personnellement, enfin, sur le mail de Shibuya Productions, je reçois plus que 3 ou 4 emails par semaine de gens qui veulent faire partie du truc. Mais en juin, c'était la journée, c'était dingue. C'était des dizaines et des dizaines de personnes, des appels. On veut participer à Shenmue 3. Même gratuitement, ce qui est évidemment tout à fait possible de travailler gratuitement au Japon sur des gros projets. Ça va pas se savoir du tout, les mecs. Ah ouais. Non. Non, mais il y avait des Australiens, il y avait des Japonais aussi, des Ukrainiens. Oui, et des boîtes de dev, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le mec tout seul dans son garage. Il y avait de vraies boîtes de dev. On peut en déduire que donc peut-être que là actuellement l'équipe en cours, bon, elle est peut-être essentiellement japonaise, j'en sais rien, mais c'est assez international, j'imagine. Oui, alors là, je peux te le dire, elle est essentiellement japonaise, et il y a effectivement quelques étrangers assez peu nombreux, mais qui sont localisés au Japon quand même. Donc, qui parlent japonais, qui sont. Ça facilite pas mal le développement. Ah oui, tu sais bien qu'au Japon, si tu parles pas japonais, c'est quand même compliqué de. Enfin, je dis ça, mais je parle pas japonais, mais c'est quand même, si tu travailles dans une équipe, en tout cas, c'est quand même compliqué. Effectivement, c'est vrai. Des questions? Les community managers? J'imagine qu'il y a pas mal de réactions en tout cas. Oui, on voulait savoir si la version PC sera optimisée par rapport à la version PS4. Bonne question. Bonne question. Je vais dire oui. Voilà. On a une réponse. Ah bah, il voulait une réponse, elle est là. Elle est là. Y aura-t-il d'autres versions sur d'autres supports? Oui, une version Lynx. Là, ça serait pas mal une version Game Gear aussi. Non, c'est prévu sur PlayStation 4 et sur PC. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'autres versions de prévues. Voilà. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et je pense que les chiffres de dons ne sont pas encore tout à fait à jour, mais sachez que vous avez encore d'énormes, il y a 2 tickets encore à gagner, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, on peut remontrer la biographie de Yoshitaka Amano, puisque c'est aussi grâce à Cédric que cette biographie a pu voir le jour. Voilà, la biographie officielle de Yoshitaka Amano. Donc Monsieur Amano nous a été présenté, en tout cas moi m'a été présenté par le biais de Shibuya Prod lors d'un événement précédent en 2012, si j'ai bonne mémoire. Oui, et effectivement, et Monsieur Amano, parce qu'on peut aussi peut-être en parler, lui aussi c'est une crème. Ah, il est génial ce gars. Il est d'une gentillesse et d'une modestie aussi, c'est assez hallucinant, et d'un talent quoi. Bah oui, en fait c'est quelqu'un qui effectivement l'humilité et puis il en impose quand il vient. Enfin, il a pas besoin de parler en fait. Je veux dire, il est là, on sent c'est un artiste, il est super gentil, il se rend toujours disponible.
Voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut connaître quand je vois certains, parce que évidemment, comment on organise des événements, on a des artistes des fois qui nous font des demandes hallucinantes. Voilà, lui, Un peu des caprices de star. ça arrive, malheureusement aussi dans le jeu vidéo, dans la BD, dans le comics et le manga, mais Yoshitaka Amano, je précise d'ailleurs, ça c'est important de le dire, c'est qu'il était au Magic 2015, et il est venu assez frais quand même. Ah oui. C'est quand même juste parce qu'il est parfois effectivement à Paris, mais là il est venu exprès du Japon pour ça. Donc on peut dire qu'il nous aime bien. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil et c'est vrai qu'il est venu aussi pratiquement uniquement pour ça. Quand on a sorti la biographie, il est venu à un autre événement à Paris et bon, c'était pas assez frais, mais en tout cas, il a accepté de venir exprès pour ça et donc il a réalisé 3 jours de dédicace dans des conditions extrêmement difficiles, mais il s'est pas plaint une fois. C'est moi qui me plaignais en fait. Donc c'était, en tout cas, c'est vrai que c'est une vraie crème et il est d'un talent vraiment hallucinant. Donc si vous aimez évidemment Final Fantasy, mais pas que, parce que si vous pouvez jeter un œil sur la biographie un jour, vous verrez que Final Fantasy, finalement, ça représente qu'une toute petite partie de ce qu'il a fait, quoi. Complètement. C'est-à-dire que c'est ce qui le fait vraiment connaître au plus grand nombre. Allez, c'est vrai en voilà, Occident. il y a quand même, au niveau des professionnels, ce qui revient souvent, c'est sa collaboration avec Neil Gaiman, aussi ce qu'il a fait sur Vampire Hunter. Enfin, là, les gens, voilà, ils connaissent ça, et puis aussi son travail artistique normal, quoi. Ouais. Qui se développe de plus en plus parce qu'il a eu une période, c'est vrai, c'est ce qu'il explique bien dans sa biographie, mais de 40 à 50 ans, il avait 90% de son temps qui était occupé par du travail de commande, donc c'est sur l'illustration pour du Final Fantasy notamment, Vampire Hunter D comme tu l'as dit, ou bien Sandman, enfin plein d'autres projets. Mais là, depuis quelques années, vu qu'il est aujourd'hui à son âge, il a passé la soixantaine, il a envie de développer des projets beaucoup plus personnels, donc maintenant c'est plutôt 10% de commandes et 90% d'œuvres personnelles. Ah oui. Et ces œuvres personnelles sont hallucinantes. Et c'est vraiment un style qu'on ne lui connaissait pas, assez fluo et comment dire psychédélique. Ouais. Mais c'est génial. Hein. Franchement, moi je suis très très fan de ce qu'il fait. Et notamment l'œuvre d'Eva Loca qui est plutôt maintenant assez connue, qui est monumentale et qui est d'une beauté hallucinante. Donc voilà, encore une nouvelle facette de Monsieur Amano qu'on vous conseille de découvrir rapidement si vous pouvez. Voilà. Ah oui, il est vraiment. C'est quelqu'un. On l'avait fait venir aussi à Monaco à un événement qui s'appelait Kyoto Tokyo des samouraïs au manga, qui était une grande exposition culturelle cette fois, hein, qui balayait un petit peu tout, hein, les mangas et tout ce qui était l'histoire vraiment du Japon. Et on avait fait venir sa grande panthère justement. Oh là, qui est dans son bureau à Tokyo aujourd'hui et qui est magnifique. Ça, c'est dur à bouger forcément. Et vraiment tout le monde avait halluciné de voir ça et puis de voir son art parce que c'est un artiste plein. Quoi, évidemment, complet, il fait tout. Hein. Il est capable de faire tout un tas de choses. Et puis d'ailleurs, il était tellement sympa qu'il avait même participé finalement à notre première incursion dans l'animation. On avait fait un petit court-métrage pour les 10 ans de Shibuya International à l'époque qui s'appelle Burst. C'est un petit truc en collaboration avec une école à Montpellier qui s'appelle Objectif 3D. Et il avait fait la direction artistique de ce petit court-métrage avec Akino Arai aussi à la musique. Et puis ces gens-là, on travaillait gratuitement, quoi. Ouais, c'est pour nous faire plaisir parce qu'ils ont, on a des bonnes collaborations depuis toutes ces années, donc dès qu'on demande un truc, c'est oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, c'est vraiment le cœur sur la main en plus. Des questions, je crois, parce que ils ont levé le petit panneau. J'ai pas réussi à lire ce qui avait marqué sur le panneau, mais j'ai vu le panneau. Alors, il faudra que tu répètes les questions. Je répéterai les questions. Certaines personnes ont du mal à nous entendre, les CM. D'accord. Pas de souci. Très bien. Alors la première question, ce serait de savoir si l'impression que ça donne d'avoir un Kickstarter aussi suivi que le vôtre et qu'il y a eu aussi une certaine controverse à sa sortie. Et donc voir l'impression que c'est au quotidien, si justement vraiment vous y pensez tout le temps ou si c'est une prod normale pour vous. Alors la question, je la répète parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas très très bien visiblement. Est-ce que ça a été une grosse pression pour vous et quel type de pression ça a pu être lors du lancement de Kickstarter et notamment de son succès et des quelques polémiques que ça a pu engranger derrière? Comment on le vit au quotidien? Disons que pour nous, il n'y a pas de pression spécifique par rapport au Kickstarter. On a vraiment une grosse pression par rapport au fait qu'on fasse Shenmue 3. On voit bien que c'est hyper attendu. Après, au niveau de la polémique de certains sur Kickstarter, j'avoue que moi je la comprends pas parce que souvent ce que l'on entend c'est ok, vous avez besoin du financement des particuliers, comme si les particuliers faisaient un don. C'est pas un don Kickstarter, je suis désolé. Il y a des contreparties. Donc souvent les gens achètent le jeu, souvent les gens achètent quelque chose de particulier qu'on valorise. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et aussi
souvent la polémique qui a pu avoir lieu, elle était plus souvent en France, il faut bien l'avouer, des grands médias. C'est la question que français de j'allais te jeux poser. vidéo. Est-ce que c'était pas un problème franco-français Oui, c'est ça. Disons que le problème de la France, c'est qu'au lieu de se réjouir qu'il y ait un Français qui fasse quelque chose, c'est plutôt mince, c'est embêtant que ce soit un Français. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? C'est surtout, ça paraît pas très crédible. C'est ça, tout à fait. C'est pourquoi ce Français qui intervient dans une production japonaise, pourquoi, comment, etc. C'est vrai que nous, on n'a jamais été intéressés d'être connus du grand public. Nous, c'est plutôt les professionnels qui nous intéressaient avec la société de conseil, etc. C'est vrai que maintenant, avec la boîte de prod, entre Astro et Shenmue, le grand public apprend à nous connaître. Mais bon, après, je peux pas spécialement en vouloir. La presse a besoin de vivre et de publicité. Donc après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'essayer de créer un buzz et de générer du clic, comme on dit, que de suivre une route sympa en disant c'est cool, Shenmue 3 revient quoi. Bon, là, je pense que les polémiques, de toute façon, se sont un petit peu estompées, donc c'est plutôt bien. Tout le monde est content de la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, en 2017. Il nous reste 10 petites minutes en compagnie de Cédric Biscay, producteur de Shenmue 3, c'est quand même la classe. Donc profitez-en. N'oubliez pas que pour 15,42 €, vous avez la possibilité de rencontrer 2 personnes. Yu Suzuki à Monaco, tout frais payé. C'est vraiment un honneur immense. Donc profitez-en et dans 10 petites minutes, on recevra notre deuxième invité en la personne de Jean Z qui est arrivé visiblement, je le vois sur ma droite. Jean Z, animateur sur France Info et puis animateur aujourd'hui d'un podcast sur jeux vidéo qui s'appelle No Game. Il nous parlera de tout ça tout à l'heure. En attendant, on continue. Tu t'ennuies pas trop sur la route? Non, ça va. Je pense que tu réfléchis même plus. D'ailleurs, non, mais en fait, je comprends même pas le but de ce jeu à la base. Mais vraiment, je pense que vous avez beaucoup réfléchi et ergoté sur ça depuis que vous faites depuis que vous avez ce projet. Ce qui serait drôle, ce serait de le mettre dans Shenmue 3, quoi. Mais grave. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont pensé à quoi en fait je vais réexpliquer. C'est une bonne question parce que ça me permettra d'en reparler. En réalité, Desert Bus, ça part d'un gag. Les développeurs de ce jeu-là, qui étaient 2 humoristes, ils se sont dit les joueurs veulent du réalisme, sans arrêt du réalisme. On va leur faire le jeu le plus réaliste du monde. Et ils leur ont créé une simulation de bus dans le désert. Et en ce sens, c'est vachement réaliste. Là, on part de la ville de Tucson jusqu'à Las Vegas. Ouais. Il faut 8 heures. D'accord. Et donc, en fait, il y a un but. Donc on arrive vraiment à Las Vegas, mais il faut 8 heures. Ok. Voilà, en temps réel. Et quand on arrive à Las Vegas, on gagne 1 point. Et on nous demande si on va faire le trajet retour jusqu'à Tucson. C'est génial. Tu vois, c'est cool. Et au final, les développeurs, ils en sont arrivés avec la conclusion, je la répète parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est qu'effectivement, à trop vouloir demander de réalisme, on se rend compte qu'au final, la vie réelle, c'est pas forcément très drôle. Voilà. Le message est plutôt sympa, tu vois, quand c'est expliqué comme ça, parce que sinon, ça paraît être un jeu complètement absurde. Mais il y a un sens. Voilà pourquoi on l'utilise, nous, dans Desert Bus. C'est parce qu'il y a un petit peu un côté, on souffre, et donc on est solidaire avec les gens qui souffrent. D'accord. Il y a quand même le petit truc sympa avec le sapin qui tourne. Voilà, si tu t'ennuies, tu regardes le sapin. Voilà, Exactement, il n'y a rien d'autre. Des questions peut-être pour terminer cette session? Il reste encore 9-8 minutes. Bon. Oui, alors on a une question, c'est comment est né Shibuya Prod et quand? Voilà. C'est vrai que du coup on n'entend pas tellement parler de Shibuya Prod. On a un peu parlé de Shibuya Prod, mais on ne parle pas de ses origines. Comment est né et depuis quand est présent Shibuya Prod? Alors en fait, Shibuya Prod a été créé en juillet 2014 à Monaco, donc c'est une société monégasque. On a depuis une succursale au Japon. Et en fait, elle a été créée tout simplement parce que j'avais envie de créer des choses et plus simplement présenter les gens, donner des conseils, etc. Donc moi je suis un fan d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'animation de jeux vidéo, Dragon Ball, etc. Ça c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours été en adoration devant ce qui se passait devant Ulysse 31 ou les Cités d'Or, c'est-à-dire ces Français qui arrivaient quand même à faire des dessins animés super avec le Japon. Donc c'est un peu un des buts que j'ai. C'était fixé, c'est de collaborer pour des projets de type similaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors évidemment pour Astro Boy, on n'en est pas là parce qu'on va avoir un Astro Boy qui est nettement occidentalisé. Mais pour les prochains projets que l'on va annoncer, là on va être carrément dans ce que j'aime encore plus. Donc ça, je pense. Là tu peux pas nous en dire plus pour le moment. Je peux pas en dire plus, mais on devra annoncer du lourd prochainement, je pense. Shenmue 4.
Non, mais niveau Astro Boy et Shenmue, hein, si tout va bien, ça devrait le faire. Excellent. Oui, parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu des origines, malgré tout. Hein, notre internaute nous a peut-être rejoint en cours de route, mais on avait parlé de Shibuya International, du conseil, et puis tu voulais faire du contenu, d'où la création de Shibuya Prod des années plus tard. Peut-être d'autres questions ? J'imagine qu'il y en a plein, mais bon. Pour le moment, des réactions, visiblement, d'accord. Très bien. Donc, continuez de faire des dons. Hein, n'hésitez pas. Il y a toujours les places à gagner pour rencontrer Monsieur Yu Suzuki. Très bientôt, au mois de février, à Monaco, tout frais payé. C'est la classe. Et retweetez #desertbus.fr. Desertbus.fr, pardon. Ouais. Oui, ça sera une belle rencontre parce que, évidemment, on sera dans un cadre agréable avec une rencontre privée, quoi. Donc ça va être plutôt cool. Je pense que les fans de Shenmue, Virtua Fighter, Outrun et autres vont plutôt apprécier. Ouais, il y a de quoi. Parmi les autres contacts que tu as et que tu as appréciés, notamment japonais, de qui tu peux nous parler encore ? J'aime beaucoup Matsumoto Leiji. Oui. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi super sympa et humble. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur d'Albator. Exactement. Voilà, entre autres. Voilà. Après, j'ai pas mal d'amis au Japon, forcément, dans le jeu vidéo, mais par exemple, Suda Goichi, c'est quelqu'un également qui est très sympa, que tu connais aussi également, qui est vraiment très, très, très cool. Ueda Fumito, enfin, tout ça, c'est des gens, ils sont juste adorables. Donc, c'est vrai que c'est des créateurs qui sont finalement super accessibles dans le sens humain du terme. Donc c'est un petit peu le point commun de tous les gens. Enfin, tu pourras pas balancer, mais tu connais malgré tout des créateurs japonais qui soient pas humbles comme ça. Ouais. Ah ouais, il y en a. D'accord. Avec lesquels c'est difficile de travailler ou de traiter. Pas forcément, mais qui sont pas humbles, quoi. Je pense qu'il y en a un qui va venir en France prochainement. Ouais. Voilà. C'est difficile. Ok. Très bien. Très bien. Non, c'est en fait aussi le truc qu'il faut voir, c'est que les créateurs de jeux vidéo sont nettement plus accessibles et se prennent beaucoup moins la tête que par exemple les auteurs de manga. Manga, c'est un petit peu plus. Ils ont une autre dimension. Au Japon, un auteur de manga, un créateur de jeux vidéo, c'est pas le même level pour les Japonais. Donc, Et au cinéma, c'est encore pire ou Non, au cinéma, ils sont plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. C'est comme pour la musique. Ouais. Les stars sont plutôt cool, mais comme souvent, c'est le management qui dirige tout ça. Alors après, moi, je peux pas critiquer. Souvent, c'est pour protéger et qu'il n'y ait pas de 10 milliards de sollicitations. Donc moi, je fais pareil quand je fais venir un artiste dans un événement. J'ai pas envie qu'il soit approché par tout un tas de personnes. Donc on protège l'artiste, on protège aussi son business. Voilà, c'est principalement ça. Après, c'est vrai qu'il y a des management beaucoup plus durs que d'autres. Donc voilà, c'est pas justifié des fois. Notre CM a levé la main. Je t'écoute. Oui. Alors la question c'était sur le Kickstarter, c'était possible d'avoir une version physique du jeu donc. Et est-ce que ce sera possible d'en avoir une en dehors du Kickstarter ou pour le moment c'est pas l'actualité ? Oui, ça sera possible de l'avoir en dehors du Kickstarter. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu la question, on ne sait jamais, on ne sait pas encore tout à fait. Mais est-ce que le jeu sera dispo en physique en dehors du téléchargement et de ceux qui n'ont pas investi dans Kickstarter ? Et donc la réponse est oui. Oui, tout à fait. Donc c'est toujours sur PS4 et PC. Ouais. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il ne reste que 4 minutes. Bon, en tout cas, on est fiers de toi, tu n'as pas craché le bus, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai mis beaucoup d'attention parce que je suis resté vraiment très très concentré. La prochaine fois, évite de faire flipper tes invités avec les fails des années précédentes. Parce que, tu sais, ça peut tu nous as entendus. Mais non, mais ça peut briser des carrières, tu sais. Donc, c'est vrai. On a brisé la carrière de 2-3 stars du PAF l'année dernière. Quand c'est la nuit, tu vois que les gens sont fatigués, tu vois, il y a une excuse, mais là, non, à 11h. Voilà, surtout que c'est... Bon, je vais pas me vanter trop parce que le crash est toujours possible. Mais ça a l'air compliqué de se crasher quand même. Et oui, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu exactement, enfin qui ne connaissent pas très bien Desert Bus, on est quand même obligé de contrôler le bus parce que le jeu a tendance à tanguer vers la droite, tu l'as remarqué. Et donc on est obligé de rétablir la course. Donc pour ceux qui se disent, au final pour aller jusqu'à Las Vegas, on n'a qu'à poser la manette, on pose un objet un peu lourd sur le bouton A histoire de faire l'accélérateur. En fait, non, on ne peut pas, sinon on se viande sur le bas-côté et là, game over. Voilà. Ah, c'est carrément game over en plus, il y a même pas de... En réalité, il y a une remorque qui vient de chercher
et qui te ramène à Tucson, même si tu vois, il te reste plus que 10 minutes jusqu'à Las Vegas, et elle te ramène à Tucson, quoi. Sérieux. Et en temps réel. Donc il faut attendre encore. Non, c'est génial. Les mecs qui ont Je fait- sais pas si Monsieur Suzuki connaît Desert Bus, mais il faut absolument que tu lui en parles. Ah bah il faudra que j'en parle, ouais. Parce Parce que- peut-être que l'année prochaine il sera parmi vous. Ça a programmé. Ah, ce serait bien, ce serait Bah ouais, bien. ça serait pas mal. Je sais pas si vous avez entendu le staff, mais c'est pas une promesse, hein, bien sûr, mais c'est une supposition de faire venir Monsieur Suzuki l'année prochaine au Desert Bus. Ça pourrait être bien pour qu'il donne prend- son avis sur le jeu. C'est oui, son avis de game designer, ça serait mortel. Effectivement, ça serait mortel. On serait à un mois de la sortie peut-être du. C'est vrai que ouais, on pourrait. Bah, pas un mois de la sortie, ça, c'est parce que c'est 2017, donc ça. Ouais. Ah oui, ouais, oui, pardon, dans Mais c'est 2 vrai ans. que dans 2 ans pour la promo, ça pourrait être pas mal hein, quand même. Ouais. Desert Bus featuring Shenmue 3, ce serait bien ça. Ce serait très très beau. Il nous reste 2 minutes, mais c'est sur ces belles promesses qu'on va bientôt se quitter. Merci en tout cas, Cédric. Tu veux peut-être dire d'autres choses? Je sais pas si tu as peut-être. Non, bah juste merci à vous de m'avoir invité. Hein. Ah, c'était top. C'est toujours sympa. Et puis bon, bah, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions Oui. auxquelles je pouvais. On peut peut-être Je pouvais d'ailleurs répondre. la dernière question. Hein, donc choisis la plus intelligente. T'as la pression. Hein. Oula, c'est pas toujours simple. ça. On a une encore pour le moment. Ouais. Ça demande juste si pour le moment vous avez prévu un prix différent pour PC et console sur Shenmue. Une question très importante. Pardon de répéter. Alors C'est pour bon. le moment, non. Est-ce que le prix sera différent entre la version PS4 et PC? Pour le moment, non, mais je reprécise pour le moment. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut changer pour X ou Y raison, mais pour le moment, non. Pour X et Y raison. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va faire la passation de pouvoir et surtout la passation de manette. On va appeler notre ami Jean Z à nous rejoindre là dans le bus. Il va prendre le fabuleux siège du conducteur à la place de Cédric. Il va falloir m'enlever le casque. Puis comme on a un petit peu de public, si on pouvait faire du bruit et applaudir, ça pourrait mettre un peu d'ambiance. On a du public, ouais. Yeah. Mais je crois que le public le plus important arrivera dans une petite heure, je crois. Je ne sais plus à quelle heure sont prévues les sessions. Donc, Ouais, c'est A. merci beaucoup Cédric, c'est vraiment très gentil à toi d'être venu. Merci à vous. Jean, tu connais déjà le jeu.